Bonjour à tous. Merci d'être ici nombreux. Donc, je voulais tout d'abord remercier le MEDEF 93-94, MEDEF de l'Est parisien, dont je suis membre, dont je suis également mandataire à la CPAM du Val-de-Marne, et que j'ai rejoint quasi immédiatement après la création de Altavo Partners, mon entreprise. Je voulais donc bien évidemment remercier à titre personnel Florence, toute l'équipe des permanents, mais aussi Bastien et Sébastien pour leur soutien et cette mise en lumière. Je pense que l'initiative qu'ils ont prise pour essayer d'expliquer, en tout cas de partager et de mettre en face des adhérents et des chefs d'entreprise des personnes sachantes sur le sujet intelligence artificielle, sur plusieurs verticaux, est une initiative particulièrement heureuse et au timing parfaitement, je dirais, choisi. Et je suis très très heureux de clôturer cette longue séquence de quelques mois avec comment utiliser l'intelligence artificielle pour révolutionner un peu la fonction finance. Sans tarder, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui et j'espère que le temps suffira. En tout cas, j'essaierai de cadencer au maximum. Donc, qu'est-ce que vous allez voir aujourd'hui dans cette présentation? Je vais d'abord un peu me présenter et présenter mon entreprise extrêmement rapidement. Et puis, compte tenu du fait que cette séance est la dernière d'une longue séquence, on ne va pas s'attarder sur les fondamentaux. Donc, j'ai mis juste un slide pour rappeler un peu les enjeux de l'IA d'aujourd'hui en termes d'historique, d'opportunités, de risques et de réflexions clés. Et puis, sur les applications financières accélérées par l'IA, là, c'est la partie qui va nous prendre le plus de temps. Je l'ai divisée en deux parties. La première, je vais vous montrer des applications existantes en SaaS, c'est-à-dire auxquelles vous pouvez vous abonner et qui utilisent l'intelligence artificielle. Et en deuxième partie de cette section-là, je vais faire des exercices pratiques avec l'IA générative. Je me suis dit, voilà, je suis DAF d'une entreprise de taille petite et moyenne, d'accord ? Quelles sont les activités quotidiennes qui me font souffrir, qui font souffrir mes collaborateurs et que je serai très très heureux de pouvoir les adresser avec un tout petit peu plus d'aide. Je dirais pas un peu plus d'intelligence pour le moment, mais on va voir. Et puis les exercices pratiques avec l'IA générative. Donc j'ai fait l'exercice pratique moi-même, mais je vais le refaire devant vous. Et en plus du support, je vous passerai les exercices pratiques. Comme ça, vous pourrez les faire vous-même aussi de votre côté. Après, on va faire une synthèse parce qu'à un moment donné, une fois on a survolé le sujet, on a vu les exercices pratiques, on a vu leur portée, on a vu ce qu'ils apportent. Il faut bien qu'à un moment donné, on fasse un bilan ensemble. Donc, une petite synthèse pour répondre ensemble aux questions. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter à la fonction finance? Pourquoi agir maintenant? Pourquoi agir? Pourquoi agir déjà? Pas maintenant, mais pourquoi agir? Et par où commencer? Alors, s'il faut agir, lorsqu'il y a 40 domaines où l'intelligence artificielle peut nous aider, il va falloir choisir 2 ou 3 je dirais les premiers combats dans lesquels on va s'engager. Et puis, votre plan d'action IA, c'est-à-dire que si aujourd'hui on vous proposait d'avoir un plan de bataille, à quoi ressemblerait ce plan de bataille? À votre échelle, déjà en tant que responsable financier ou à votre échelle en tant que chef d'entreprise, les enjeux de mise en place, c'est-à-dire que, attention, on ne va pas du jour au lendemain implémenter l'intelligence artificielle chez soi sans se poser des questions clés. Quelles sont les questions clés qu'il faut se poser? D'accord? Et puis, votre feuille de route, alors, imaginons que vous vous donnez 3 mois pour être prêt. D'accord? Alors, à quoi ressemblerait le contenu de ces 3 mois? C'est ça la réponse que vous trouverez dans le dernier slide qu'on essaiera de partager ensemble. Voilà grosso modo un peu le programme dense et ambitieux et j'espère qu'on va y arriver parce que je ne sais pas, j'ai un doute sur... j'ai peut-être poussé le bouchon un peu trop loin en termes d'ambition justement. Voilà. Donc je vais me présenter rapidement. Donc moi je m'appelle Ashraf Ayadi. J'ai fait un doctorat en sciences de gestion à l'Institut national des télécoms d'Evry. Donc faire un doctorat en management dans une école d'ingénieurs, ça laisse des traces.
Du coup, dans ma carrière, j'ai fait comme les saumons qui remontent le courant à contre-courant. Qu'on a vu beaucoup d'ingénieurs aller vers la finance, mais on a vu rarement des financiers aller vers la technique, et c'est ce que j'ai choisi. C'est pas le chemin le plus facile, c'était rude. Mais si je suis là en train de vous parler d'intelligence artificielle, c'est que j'ai peut-être réussi quelque part. En tout cas, j'ai un parcours très marqué par le secteur financier. J'ai travaillé pour un certain nombre d'institutions financières dont les logos ici sont présents ici. Je suis senior advisor où je travaille, où j'investis moi-même dans des fintechs. Vous avez quatre logos, dont le logo d'une fintech américaine pour laquelle j'assure la direction compliance par intérim, à distance, depuis Paris. Vous trouverez à droite un peu tous les logos des certifications en intelligence artificielle que j'ai reçues, qui sont assez récentes, mais ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans à peu près, entre les expérimentations chez Altavou, et je vous le raconterai un peu dans le deuxième slide, pour en arriver là. Et justement, c'est très marqué par de l'IBM, parce que voilà, je suis très heureux d'avoir Ingrid Sargako, qui est sales chez IBM, et qui est présente aujourd'hui. Vous allez comprendre dans le slide d'après pourquoi elle est là et pourquoi on parle d'IBM. Et donc moi, je suis membre du MEDEF. Comme je vous ai dit, j'ai fait, je sais pas moi, 17 ans de salariat. Et 2 mois après avoir créé ma boîte, j'ai adhéré au MEDEF de l'Est parisien et j'en suis très, très, très heureux. Je pense que dans ma courte carrière de chef d'entreprise, c'est l'une des décisions les plus importantes et les plus heureuses que j'ai prises. Voilà. Et je suis également membre de Finance Innovation. Je suis expert auprès de la commission de labellisation des fintechs en France. Finance Innovation, c'est le pôle national de labellisation des fintechs et de pilotage un peu de l'écosystème, de l'animation de l'écosystème. Je suis également membre de l'association des dirigeants et administrateurs d'entreprises. Alors, quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors, je ne veux pas être lent. Le slide est peut-être un peu dense, mais je vais le survoler rapidement. Je vais juste citer les quelques chiffres clés. En fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on l'a déjà vu avant dans l'histoire de l'humanité. Il y a toujours des technologies qui viennent et qui perturbent complètement un existant. Cet existant-là, par exemple, comme au 19e siècle, lorsqu'on a inventé la machine à vapeur et que les machines à vapeur ont commencé à être utilisées, pas uniquement pour le transport, mais aussi pour les fils à tisser et pour pour un certain nombre de secteurs, un nombre considérable de métiers manuels ont perdu de leur attrait, ont perdu donc de leur intérêt. Et donc aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose qui y ressemble. Je dirais même, pas moi, mais plusieurs observateurs, plusieurs études disent qu'on est en train de vivre pour l'humanité un moment similaire à l'invention de l'électricité ou à l'apparition d'Internet carrément. Okay. Donc, dès 96, il y a déjà les premiers discours sur la fin du travail. Et puis, on a les premiers chiffres à partir de 2013, parce que nous, on a découvert un peu ChatGPT, le public l'a découvert fin 2022. Mais en réalité, en fait, les experts et les futuristes ont commencé à voir la vague arriver un tout petit peu plus en amont. En 2013, on commençait à parler de 47% des emplois aux États-Unis pourraient être détruits par l'automatisation en 20 ans. Donc on y est, en 20 ans, 2033, on est 2025, on n'en est pas loin. Et c'est ce qui va se passer probablement dans les prochaines années. 2017, Conseil d'orientation pour l'emploi, 10% des emplois en France sont en menace, 50% des tâches pourraient être automatisées à plus de 50%. Et puis, moi, je vais souligner les 2 derniers chiffres du slide. Le baromètre IFOP Talent, 75% des Français utilisant l'intelligence artificielle générative pensent qu'elle n'automatisera pas plus de 30% de leurs tâches. Très grosse erreur. 2024, étude Labor AI, identification des tensions entre une IA augmentant l'efficacité des travailleurs et celle risquant de substituer les compétences, c'est-à-dire qu'en fait l'étude a laissé entrevoir une angoisse des chefs d'entreprise mais aussi des travailleurs par rapport à ce sujet. J'ai des chiffres récents, enfin au moins un chiffre récent, qui n'est pas sur cette slide-là et qui date de la semaine dernière, non de la semaine d'avant. C'est le syndicat Numéum, qui est le premier syndicat groupement des sociétés numériques en France, qui a fait une étude
sur les 27 pays européens, la France est avant-dernière dans le classement pour l'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises. 10% uniquement des entreprises en France ont adopté l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ils ont un outil d'intelligence artificielle qui fonctionne chez eux, qui est utilisé au quotidien. Que 10%. Le premier, c'est le Danemark, 28%, presque un tiers des entreprises. Donc le chemin est lent, et ça explique aussi, on va voir pourquoi rester à ce taux-là est dangereux pour les entreprises et pour l'économie dans sa globalité. D'accord ? Je vais pas parler sur les opportunités, les risques et les réflexions clés parce qu'on va y revenir à un moment donné, mais un peu plus focalisé sur le métier de DAF ou sur la fonction financière, mais on pourra généraliser assez facilement plus tard. Sur les applications financières, sur les applications financières, comme je disais, on va les traiter en deux parties. La partie numéro 1, c'est les applications en ligne auxquelles je peux m'abonner en tant que CFO ou DAF d'une entreprise et que je peux utiliser pour accélérer mes activités quotidiennes, au quotidien, et qui sont, qui embarquent de l'intelligence artificielle. Alors, il y a des outils comme, par exemple, Zebra AI. Alors, Zebra AI, je vais laisser la vidéo rouler pendant que Oups, ce n'est pas ce que je voulais. Non. Alors, en fait, cet outil-là, Zebra AI, en fait, comme il dit, on peut être extrêmement noyé dans les chiffres, etc. Et puis, on a des outils. Ah oui, vous n'êtes pas en train de voir ce que je vois. Je me rendais pas bien compte. Excusez-moi, je vais revenir. En fait, Zebra AI, c'est un outil de visualisation qui permet à un dirigeant financier, un directeur financier de boîte, de lever la tête un peu de l'eau et de se dire, tiens, il y a une autre façon de pouvoir exploiter les données. On peut avoir des données sur plusieurs outils. Et on doit aller créer des pipes par là, tirer des données par ici, copier-coller des données sur Excel. On a une base SQL quelque part, on a une autre base sur ERP. Puis après, il va falloir fusionner les données entre l'ERP et le CRM, et en plus, les deux bases ne sont pas les mêmes. Et puis, il va falloir aussi, à un moment donné, gérer la querelle entre le responsable de la comptabilité et le responsable du contrôle de gestion. Parce que, soi-disant, l'outil de comptabilité générale, en fait, lorsque tous les deux arrivent à la direction générale pour leur parler des chiffres du trimestre, en fait, tous les deux n'ont pas les mêmes chiffres. Pourquoi ? Parce que pour le comptable, les chiffres qui sont vrais, ce sont les chiffres qui ont été arrêtés au dernier trimestre, soit il y a 3 semaines, d'accord, et qui ont été tamponnés par le commissaire aux comptes, à titre provisoire encore. Donc, il est sûr que les chiffres sont vrais, mais à condition que le commissaire aux comptes envoie sa lettre finale. Okay, et le contrôle de gestion, en revanche, lui, il a un outil avec un bouton poussoir. Avant de sortir son report et partir à la direction générale, il a appuyé sur le bouton, il a fait un extract. Il a dit non, monsieur le directeur général, ma vision est la plus juste parce que ma vision, elle date d'aujourd'hui. Alors que la comptabilité, sa vision, elle date d'il y a 3 semaines. En fait, les chiffres de l'un et de l'autre sont vrais. Mais en fait, pour avoir des outils qui permettent de fédérer les deux visions et de montrer un peu où se situent les gaps et de donner vraiment des outils de pilotage à la direction générale, c'est là l'enjeu en fait. C'est là l'enjeu. Et un outil comme Zebra, en fait, il permet à un directeur général, il permet à un CFO, à un DAF, d'avoir des reportings qui sont plugués dans les données. C'est-à-dire qu'en gros, on ne va plus dire, voilà, la vision d'il y a 3 semaines, la vision d'il y a 1 mois, ou la vision prévue dans 1 mois. Non, c'est les données, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui. Et ça, c'est des reportings qui bougent tous les jours et de manière continue. Je vais passer sur l'autre outil. Alors, l'autre outil, c'est pas très pratique comme ça, c'est l'outil Big Data. On est à peu près sur aussi les mêmes principes, mais là, en termes de capacité d'exploration des données, on est un cran au-dessus. Et là, en fait, sur Big Data,
ce qui est bien, c'est qu'on peut faire de l'analyse financière. C'est-à-dire qu'en fait, on a les données de marché et on a une shortlist de titres et on peut chatter avec les titres. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, moi, je suis directeur financier d'une boîte. On a de la trésorerie en plus. On investit sur le marché une partie de la trésorerie dans des titres en bien particulier, etc. Je considère que je n'ai pas besoin de payer une boîte d'asset manager, d'accord, qui va me prendre des frais, qui va me prendre des commissions, etc., qui va me prendre la tête, parce qu'eux, ils ont des outils assez psychorigides sur les reporting, etc. Moi, je veux avoir mon reporting, ma vision des choses. Lorsque je vois que l'économie bouge, que le marché bouge, je veux dialoguer avec mes titres. Je veux dialoguer avec mon portefeuille, tel que je le vois. Et mon asset manager, il ne me donne pas cette flexibilité-là. Qu'est-ce que je fais? J'utilise un outil comme celui-là, je constitue mon portfolio et j'ai un outil de chat avec mon portfolio. En lui disant, qu'est-ce qui va se passer sur tel titre, compare-moi l'évolution de tel titre. Alors si c'est tel titre, il baisse de 2%, quel est l'impact global sur mon portfolio, sachant que le reste est constant, etc. Donc lorsqu'on a un excédent de trésorerie, et qu'on est une entreprise qu'on est en train d'investir, c'est bien d'avoir ce niveau de flexibilité-là. Je sais qu'on n'est pas dans le contexte d'excédent de trésorerie en ce moment. Ça, je suis bien conscient, ok. Mais des outils comme ça, c'est quand même des outils de pilotage qu'on est toujours très heureux d'avoir avec soi, ok. Vous aurez les liens en fait des outils, vous passerez le temps que vous. J'essaie de faire un mix pour essayer de vous montrer un maximum de choses. Alors, un outil comme Moz. Alors, un outil comme Moz. Alors, celui-là, il est assez surprenant. Cet outil-là. Parce qu'en fait, il permet de reconnaître le contenu des factures et des reçus. Il en fait l'enregistrement dans le système comptable. Il le fait pour vous, donc il fait une pré-comptabilité, ok, et il permet d'allouer le bon montant dans le bon compte. En fait, c'est comme si vous aviez une comptabilité intermédiaire, une sorte de staging, une zone d'attente, où la comptabilité est là, et vous passez derrière, vous dites, ah oui, tout cela, tac, 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 clic, 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 ah bah, vous les passez au compte qui est paramétré. Ah, celle-là, je remonte à la facture. Je regarde la facture, ah oui, celle-là, non, elle a été bien, mal allouée, je la loue manuellement. Et là, je la loue dans le bon compte derrière. Et là, en fait, qu'est-ce que ça permet d'améliorer? Ça permet d'améliorer toutes les activités post-comptabilité, les audits, les prises de tête. C'est ça un peu à quoi ça sert. Et puis, bien sûr, ça peut être plugué avec les outils de gestion de frais, d'accord, pour les collaborateurs, mais ça peut être aussi plugué via API avec des outils ERP, etc., qui permettent un peu de gérer un certain nombre de dépenses et de coûts pour l'entreprise. Okay. Un outil comme Flowquast, qui est un peu l'équivalence de Sage et de Cegid. En fait, j'ai mis des logos d'autres outils qui peuvent correspondre plus ou moins à ce que font ces outils-là. Flowcast. Alors, Flowcast, lui, il permet la réconciliation comptable répétitive de manière automatisée. C'est-à-dire qu'en fait, cet outil-là, ce qu'il permet de faire, c'est que, vous savez, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais moi, j'ai été président de comité d'audit d'une banque pendant 6 ans. C'était administrateur, indépendant, président de comité d'audit d'une banque. Donc moi, je clôturais les comptes avec les commissaires aux comptes 2 fois par an. Une fois au semestriel, une fois à la fin de l'année. Et en plus, la banque était partiellement cotée. Donc on avait des obligations en particulier. Donc clôturer les comptes, gérer les commissaires aux comptes, et gérer les autorités de tutelle, et gérer les problèmes, les sacs de nouilles, parce qu'en fait, c'est une banque. Hein. Ma balance générale à la fin de l'année, c'est 26 000 lignes. Hein. Donc, voilà. Donc voilà. Vous sentez que les plaies sont toujours ouvertes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'opérations qui sont répétitives, en fait. En fait, la comptabilité, lorsque ça roule,
En fait, c'est les mêmes opérations qui se répètent tout le temps. Et il y a rarement des ruptures dans les chaînes, surtout si les process sont ongoing, c'est-à-dire qu'ils sont bien documentés, que les gens savent ce qu'ils ont à faire, etc. Il n'y a pas de rupture de chaîne. Mais la problématique, c'est justement lorsqu'il y a cet événement exceptionnel de temps en temps, c'est ce petit grain de sable qui fait agripper toute la machine. Et en fait, là, c'est un outil qui permet d'identifier les patterns, c'est-à-dire les régularités de la comptabilité, au fur et à mesure, qui sont comptabilisées toujours de la même manière. Et donc, du coup, en fait, il y a une partie de la comptabilité qui vous sort complètement de la tête. Pourquoi ? Vous ne la suivez plus. Parce que vous savez que, compte tenu des patterns identifiés par l'intelligence artificielle, les modes de comptabilisation vont être homogènes tant que l'opération elle est homogène et qu'elle se répète dans le temps de manière homogène. Donc, les mêmes causes aboutiraient aux mêmes conséquences, et il finit, lui, l'intelligence artificielle, l'outil, l'agent, par comprendre ces régularités et les appliquer dans le temps. Et en fait, ça nous change complètement, lorsqu'on est dans la fonction financière, de ces paramétrages rigides des règles. En fait, lui, il va identifier les règles. Il va identifier les nouvelles règles qui émergent de la comptabilité elle-même. Et ce qui est nouveau, en fait, ce qui est complètement, je veux dire, presque contre-intuitif pour un responsable financier. Un responsable financier, c'est la rigueur. Il dit, voilà, j'ai des procédures, j'ai des chiffres, j'ai une administration fiscale, j'ai l'URSSAF, j'ai des règles à appliquer. Il n'y a pas de zone floue, il n'y a pas de zone grise. C'est ou blanc ou noir. Là où il y a des zones grises, il y a un contrôle fiscal. Donc, c'est très, très, très important d'avoir en fait des outils qui permettent de suivre les clauses comptables, de voir un peu les limites de délai, de voir les taux de fiabilité. Il y a des taux de fiabilité de clôture dans l'outil. Il y a des choses en fait extrêmement utiles qui peuvent vraiment réduire le temps, faciliter les choses et réduire surtout les erreurs. On va voir, j'ai fait toute une carte de ce qu'on peut gagner en utilisant l'intelligence artificielle dans la fonction financière. Encore une fois, je m'excuse auprès de vous, mais j'essaie de vous montrer juste rapidement les choses, vous expliquer un peu les grands principes. Et puis, alors, celui-là, Runway. Alors, Runway, c'est un outil de planification financière. Lui, il permet de construire les prévisions financières. J'ai une activité accessoire chez Altavo qui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. J'en parle pas beaucoup. Et que, en fait, j'accompagne des entreprises basées hors de France, souvent en région africaine subsaharienne, sur le montage de leurs projets de demande de fonds chez les bailleurs de fonds internationaux. J'ai un prisme africain, j'y suis passé par là et je n'ai pas pu le quitter complètement. Et en fait, des entreprises industrielles qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle ni avec mes activités, qui s'adressent à moi pour leur monter leur business plan, leur programme sur 5 ans. Et ces dossiers, ils partent chez la Banque africaine de développement, chez Afreximbank, chez les banques multilatérales pour les demandes de fonds. D'accord ? Donc, c'est des dossiers de 1 million d'euros jusqu'à 70 millions d'euros de demandes de fonds. Donc, c'est des dossiers assez touchy et dans lesquels je souffre, moi, particulièrement avec les fichiers Excel. Et je sais que vous souffrez avec les fichiers Excel, surtout lorsque vous faites des prévisions. Parce que les prévisions, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Et quelle horreur et quelle consternation lorsque la direction générale, voyant votre copie, première copie des prévisions, vous donne 2 ou 3 retouches sur les fichiers Excel et vous devez retravailler votre copie. Les fichiers Excel ne sont pas si dynamiques que ça. Malheur à vous, parce que vous n'y avez pas pensé et parce que de toute manière, vous ne pouvez pas lire dans la tête du directeur général avant de lui avoir présenté un peu la première copie. Donc vous ne saviez pas quels sont les paramètres sur lesquels il voulait jouer. Et en plus, le directeur général, il est assez coquin. Il vous dit, essayez de faire bouger ce paramètre de plus de 30%. Celui-là, j'y crois pas. Et je veux en fait... monsieur le directeur général, mais vous croyez que moi j'ai un truc comme ça, je fais bouger les trucs et les chiffres bougent? Eh ben non, j'ai un fichier Excel.
Ben non, vous allez retravailler, vous allez revenir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Horreur et horreur. J'ai travaillé pour un groupe en Côte d'Ivoire. C'est justement cette fameuse levée de 70 millions d'euros. La holding qui demandait les 70 millions d'euros pour le compte de 4 de ses filiales. Alors, il fallait faire les business plans des 4 filiales. Les 4 filiales avaient des activités radicalement différentes. Il y en a une qui vendait des voitures, il y en a une qui était dans les carrières, il y en a une qui... Voilà, ok. Et puis consolider le tout en modèle de prévision sur la holding, avec modèle de consolidation, etc. Le nombre d'itérations qu'on a fait, on l'a clôturé quand même en 4-5 mois. Mais c'était une souffrance. Une souffrance. C'est enregistré. C'est pas bon. C'est un bon client. On s'entend très très bien. Et je ne le dis pas parce que c'est enregistré. donc, en fait, le fait de faire itérer des fichiers Excel qui sont reliés les uns les autres, c'est une souffrance. Donc là, cet outil-là, l'outil Runway, c'est un outil qui vous permet justement de gérer les prévisions financières et de gérer en même temps plusieurs plans de prévision. Donc vous pouvez travailler vos prévisions en ayant 3 ou 4 scénarios qui sont en train d'évoluer en parallèle. Et donc lorsque vous changez un paramètre sur un scénario en particulier, non seulement il y a les conséquences de ce changement de paramètre qui sont traduits dans les chiffres, mais aussi tous les reportings qui vont derrière, parce qu'en fait, vous pouvez montrer un reporting comparatif à votre directeur général en appuyant sur un bouton, en disant attention, votre demande de changer tel paramètre, plus 30, moins 10, plus 5, ici, voilà le comparatif des 3 scénarios que je vous ai présentés il y a 1 heure. Et là, vous vous êtes pas arraché les cheveux sur des fichiers Excel. Lui, il a eu la réponse à ses bonnes intuitions. Finalement, non, ses intuitions étaient très mauvaises. Et vous lui avez prouvé ça par A plus B tout de suite. C'est ce que ce type d'outil permet de faire. Et justement, avec l'intelligence artificielle, il vous permet de construire les plans automatiquement. C'est-à-dire qu'en gros, vous lui donnez un début d'hypothèse et lui, il projette tout de suite. Donc, on n'a plus à mettre les formules dans les cases et puis faire contrôle droite et puis faire l'erreur de retoucher une cellule au milieu. Et puis là, lorsqu'on voit le graphique, on a un chiffre qui est comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, on a fait des erreurs. C'est humain. Les fichiers Excel, c'est plein d'erreurs. C'est souvent plein d'erreurs. Donc ça, c'est l'outil Runway. Et puis l'outil Raidu, en fait, c'est l'équivalent de Spendex et d'Expensia. C'est un outil en fait pour la gestion des frais. La gestion des frais des salariés, donc on leur donne une carte et ils ont une sorte de compte et on suit les dépenses, on suit les justificatifs. Les justificatifs sont automatiquement, en fait, lorsqu'on les photographie, on extrait les données et on envoie les données à la comptabilité. Ça, c'est un use case qui est devenu assez classique. D'accord ? Mais c'est quand même des outils assez puissants et lorsqu'on les utilise en entreprise, c'est quand même, on a vraiment besoin et on a envie de compter sur eux pour qu'ils ne soient pas eux-mêmes, en tant qu'outils, source d'erreurs ou de problématiques. Il y a aussi un outil chez IBM qui est plutôt intéressant. Oui, c'est ce que tu montrais avant, c'est un outil de PM en fait, c'est de l'élaboration budgétaire et des hypothèses. Je pense que je l'ai ici. Et la manière dont l'intelligence artificielle a été intégrée, c'est en fait l'explicabilité des hypothèses sur une des cellules de projection et de prévision. Donc c'est comme ça que l'intelligence artificielle a été infusée dans notre solution EPM chez nous. Donc en fait, l'IA, il permet d'expliquer le contenu d'une cellule. Voilà, de la prévision budgétaire. Donc on peut imaginer que les hypothèses ont été déterminées en amont, mais que le contrôleur de gestion X n'a pas forcément la vue sur tout ce que le contrôleur de gestion Y a fait précédemment sur les frais généraux, par exemple. Et ça lui permet du coup directement de voir l'explication de ce qui a été travaillé comme hypothèse en amont. Mais ça c'est aussi très intéressant parce que souvent,
surtout lorsqu'on travaille sur des Excel extrêmement compliqués, ben en fait, on oublie parfois. On dit, mais attends, ce chiffre-là, il est arrivé comment? Et là, on essaie de remonter le fil. On est bien content d'avoir une explication quelque part. Donc, en fait, voilà, grosso modo, en fait, dans cette première partie, ce que je voulais vous montrer comme étant des outils SaaS, donc Software as a Service, disponibles, que vous pouvez utiliser pour un certain nombre d'accélération d'activités ou de fiabilisation d'activités. Maintenant, si on ne travaille pas avec ces outils-là, et on n'est pas encore au stade d'utiliser une intelligence artificielle intégrée dans notre ERP, CRM, dans notre système d'information, ben en fait, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est, maintenant dans cette deuxième partie, qui va me prendre un peu de temps, vous allez voir, c'est comment je peux utiliser les IA génératives grand public, qui sont disponibles chez tout le monde en fait aujourd'hui, pour faire mon travail, ou faire une partie de mon travail. Donc, ce que j'ai fait, c'est là où je vais sortir de mes slides, et en fait, voilà ce que j'ai fait. J'ai préparé des scénarios à exécuter, d'accord? Et on va les exécuter ensemble. Je me suis dit, quels sont les sujets qui font le plus souffrir les DAF, les CFO, les responsables financiers en général? Bon, alors, attention, je suis un tricheur. ChatGPT, je suis abonné à la version payante, donc je peux éventuellement avoir des choses que le commun des détenteurs de la version publique n'ont pas. Mais attention, je vais utiliser deux Chinois avec moi. D'accord? Ce n'est pas une position géopolitique de ma part, en faveur de quiconque. Mais c'est pour comparer, d'accord? Alors, premier scénario. Lettre de mise en demeure. Alors, la lettre de mise en demeure. Alors, tout dépend de la taille de l'entreprise, tout dépend de comment vous êtes organisé. La lettre de mise en demeure, lorsqu'on l'envoie, c'est peut-être l'équipe financière, peut-être l'équipe juridique, peut-être le directeur général lui-même qui veut la signer in fine. Donc, il ne délègue pas ce type de choses. Et donc, en fait, cette lettre de mise en demeure, parfois, en fait, on se creuse la tête, mais on va commencer d'où? Parce qu'en fait, la dernière lettre de mise en demeure qu'on a envoyée, elle date d'il y a 7 ou 8 mois. Je ne sais même plus dans mes archives où est-ce que je l'ai enregistrée. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un prompt, c'est-à-dire qu'on a un scénario, d'accord? On a la Société Logistique de France qui est créancière d'une facture impayée de 65 465,34 € auprès de son client, la société Transport Associé. Le délai de paiement initialement convenu est dépassé de 30 jours. Rédigez une lettre de mise en demeure conforme aux dispositions légales françaises en vous appuyant sur les règles juridiques détaillées ci-dessus. Veuillez également vérifier l'exactitude des informations fournies en consultant des sources juridiques fiables disponibles sur le web. C'est là où moi je vais me poser la question, tiens, les règles juridiques sur la lettre de mise en demeure. Bon, la responsable juridique, on n'en a qu'une seule, elle est en congé maternité, elle a accouché hier. Alors, je ne vais pas attendre, la lettre doit partir tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chez Perplexity. Je vais lui dire quelles sont les règles juridiques à respecter lors de la relance des impayés. Pardon, je vais agrandir, voilà. Et lui, tout de suite, il va trouver 10 sources, et il va me dire, voilà, lors de la relance des impayés, plusieurs règles juridiques doivent être respectées pour garantir un processus efficace et légal. Il me fait un rappel de la loi et de la procédure à suivre. Donc là, déjà, tac, règles juridiques pour la relance amiable, délai, respect du délai de paiement, procédure amiable, contenu de la lettre de relance, limite de relance, règles pour la mise en demeure et de recouvrement judiciaire, mise en demeure, recouvrement judiciaire, injonction de payer, référé provision, etc., etc., délai de prescription, voilà. Tout est indiqué, nickel, rappel à la loi. J'ai mon professeur de droit à portée de main, il m'a rappelé les règles. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici et je vais copier. Je vais copier le résultat et les sources. On les emmène tous, d'accord? Alors, avant de les emmener, il faut que je copie le prompt. Je vais prendre le prompt, celui-là.
copy-paste, je vais prendre ChatGPT, je lui dis, mon cher ChatGPT, la Société Logistique de France, je viens ici, je fais copy-paste, ChatGPT, et je vais lui dire, rappel de la loi. Il a non seulement ce que je demande, mais il a aussi un rappel de ce qu'il faut voir avec les liens vers où il faut le voir, et je lui mets de rechercher, c'est-à-dire lui dire, va sur le web pour checker. Et je lui dis, alors, cette opération, elle devrait prendre combien de temps pour un être humain? Pour un DAF normalement constitué, qui est confiant dans ses qualifications juridiques. C'est pas moi. C'est ma sonnerie, mais c'est pas moi. Qui est confiant dans ses compétences juridiques et qui a le temps. Vous m'avez pas répondu. Silence embarrassé, j'ai cru comprendre. Voilà. Et donc, et là, Logistique de France. Ouais, il a créé mise en demeure de pays, facture, numéro, machin, truc, etc. Madame, monsieur, malgré nos relances précédentes en date 2, restez sans réponse, nous constatons que la facture numéro, conformément à l'article machin du Code du commerce, le délai de paiement convenu 60 est dépassé de 30 jours. En conséquence, les pénalités de retard sont exigibles. Le taux minimal applicable, il le rappelle. Le calcul des pénalités de retard est le suivant. Ainsi, le montant total dû à jour est donné. Par la présente, nous vous mettons en demeure de régler cette somme dans un délai de... Attention, et ça je vais le dire à chaque résultat qu'on va voir, ce qu'il dit, c'est pas toujours vrai. Donc il faut derrière vérifier, il faut aller regarder l'article du Code de commerce qu'il a invoqué, mais même en faisant les vérifications, je soupçonne que ça prendrait moins de temps au DAF que d'avoir commencé sur une page blanche. Personne ne m'a contredit, donc vous êtes d'accord. Oui. La recherche que vous avez faite avec Perplexity, Oui. est-ce que vous n'auriez pas pu la faire aussi avec ChatGPT en lui demandant d'aller vérifier justement toutes les dispositions légales sans passer par Perplexity? Oui, mais après autant d'utilisation des outils, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut utiliser les outils et donner à vos collaborateurs la possibilité d'utiliser les outils le plus rapidement possible. Parce que c'est en soi un apprentissage. Moi, l'apprentissage cumulé de ce que j'ai, de ces outils que j'utilise tous les jours, et que la meilleure façon qui me donne la meilleure réponse, la plus précise, la plus sécurisée, qui évite les hallucinations et l'invention de choses qui n'existent pas, c'est de faire ça. C'est de passer par Perplexity, parce que Perplexity, il arrive avec une réponse et ses sources. Je fais mon prompt, je prends ce que Perplexity a donné comme source pour éviter, pour cadrer et pour éviter à ce que, en fait, ChatGPT ou n'importe quelle autre IA générative ne parte dans tous les sens. Ça, c'est la façon que j'ai choisie, moi. Elle est peut-être pas parfaite, mais moi, pour le moment, aujourd'hui, j'ai pas trouvé mieux. Tu voulais dire quelque chose? Pour compléter peut-être en expliquant un petit peu, ce qui va faire la différence, c'est que les modèles de langage qui sont utilisés derrière ne sont pas toujours les mêmes. Certains sont des modèles très généralistes, comme typiquement ChatGPT, qui est un modèle qui va vraiment adresser toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le web, par exemple, et qui est vraiment un modèle grand public. L'inconvénient, c'est que ça consomme énormément de ressources et ça hallucine plus. Alors que Perplexity est un modèle un peu plus ciblé, un peu moins généraliste, et qui va du coup apporter des réponses plus précises à certains cas d'usage. Typiquement, l'analyse juridique, j'en déduis de ce que Ashraf a testé, marche mieux avec Perplexity parce que le modèle est plus ciblé. Donc c'est vraiment le modèle qui est derrière qui va... Donc alors, je vais poser ma question autrement dans ce cas-là. Pourquoi ne pas avoir tout fait dans Perplexity dans ce cas-là? Parce que Perplexity ne me donnerait pas la lettre. Il ne générerait pas la lettre. En tout cas, il ne sait pas le faire. Il ne sait pas le faire. Perplexity, pour moi, c'est l'ouverture sur l'environnement. D'accord? Ils utilisent des modèles qui ne sont pas très très lourds, qui ne font pas tout, et y compris le café. Il fait très peu de choses, mais lorsqu'il fait les choses, il les fait à bon escient, c'est-à-dire en s'appuyant sur des sources. Là, je suis à peu près sûr qu'il ne dit pas n'importe quoi. Même quand on utilise les différents modèles de Perplexity? Oui, mais moi, là, ce que j'ai utilisé, c'est le truc le plus simple. Je n'ai pas utilisé les choses pro, DeepSeek,
et le truc payant Deep Research. Je ne les ai pas utilisés. J'ai utilisé le truc le plus simple. Mais je peux utiliser le pro, et le pro, au lieu de me sortir 10 sources, il va m'en sortir 20. Alors, pour rester à peu près dans le même sujet, est-ce qu'on peut utiliser Perplexity? Il y a toujours ce doute, se dire quelles données on peut rentrer dans Perplexity. Est-ce qu'on peut mettre des données confidentielles? Non, jamais. Ça, je vais y arriver. Ça, c'est un gros sujet. On va y arriver. Je pense que vous touchez la suite un petit peu qui est comment avoir une IA d'entreprise destinée à votre besoin, sécurisée, où là, ce ne sera pas les outils du marché open source ou en libre accès. Je vous promets que vous allez avoir cette réponse. Même avec un plan d'action clair. C'est enregistré, oui. Non, mais tout ce que je dirai sera retenu contre moi, j'en suis bien conscient. Je peux rebondir juste sur l'usage de Perplexity. Les sources de données qui sont utilisées dans Perplexity, il faut à nuancer quand c'est des domaines de droit qui sont touchés, notamment le droit fiscal, le juridique, n'importe, ou le droit des sociétés. On a beaucoup de blogs et qui sont des résumés de textes qui sont souvent mal traduits. Et donc forcément, bien entendu, vous l'avez précisé, mais à nuancer à chaque fois, à vérifier, parce que c'est pas parce que c'est écrit noir sur blanc que la source est fiable. Mais moi, par exemple, pour me sentir confortable, par exemple, avec le résultat de Perplexity, je regarde les sources de manière systématique. Et là, je regarde que, par exemple, il est allé sur service public. Je vois qu'il est allé sur sur des sites officiels gouvernementaux. Et là, ça me rassure. Je me dis, ça devrait aller. Dès qu'on a une majorité de blogs, par contre, à nuancer, Oui. Les traductions écrites d'auteurs, éventuellement, alors je condamne personne, mais on a souvent tendance à interpréter, et forcément le droit est sujet à l'interprétation à chaque fois, et quand c'est des blogs à chaque fois qui reviennent, dans tous les cas dans les sources, Perplexity Je peux donner un exemple de projet qui est en cours de finalisation, quasiment, chez un de nos clients, où en fait ils ont créé un assistant juridique pour des juristes d'un organisme affilié à la sécurité sociale. Je ne peux pas donner le nom parce que le client n'est pas témoin, mais... Et en fait, l'intelligence artificielle qui a été mise en place, elle va se sourcer d'une part dans Légifrance, donc vraiment la source de droit légal et reconnu. Elle va se sourcer dans l'historique des emails des juristes quand ils ont répondu à des questions juridiques à leurs interlocuteurs. Et elle va aussi se sourcer dans leur documentation interne de procédures, de règles, etc. Et à partir de ça, elle crée une réponse aux questions des juristes qui leur évite d'aller chercher dans toutes ces sources. Et ça donne d'où vient chaque élément de réponse. Et comme là, les sources sont fiables et ce sont des sources de données d'entreprise, c'est quasiment fiable à 100%. Donc, je continue avec les tests. Donc, ça, c'est le premier test de la lettre de mise en demeure. Alors, le feu d'artifice continue. Lettre de contestation de calcul d'agio bancaire. Alors, moi, j'étais de l'autre côté du miroir. J'étais président de comité d'audit et administrateur d'une banque pendant 6 ans. Alors, c'est vrai que dans certaines missions d'audit, je me rappelle très très bien que l'équipe d'audit et d'inspection me remontait des rapports d'audit où, en effet, ils reconnaissaient à demi-mot que la façon de calculer un certain nombre de taux d'intérêt, etc., n'était pas complètement alignée avec ce qui devrait être et qu'en fait, il manquait un petit chouïa et que en fait, les clients payaient un peu plus cher. Et là, on les a redressés, en fait. Mais c'est compliqué parce qu'il faut retoucher le système d'information. Parfois, les formules sont plus ou moins codées en dur. Ça induit des conséquences assez désastreuses d'un point de vue opérationnel. Mais c'est des choses qui arrivent, que les clients contestent le calcul des AGO de la banque. Et donc là, c'est un cas typique, assez complexe. J'ai essayé de le rendre un tout petit peu complexe. Donc la banque BNPP de la société Logistique France a appliqué des AGO excessifs sur un découvert en compte courant de l'entreprise qui a duré 15 jours et qui a été compté 17 jours. Un jour avant et un jour après. En fait, là, c'est ma rédaction à moi. Hein. Donc, à la volée, je l'ai gardé tel quel, avec erreur d'orthographe et de grammaire incluse. Hein. Aussi, BNPP n'a pas pris en compte le fait que le découvert
n'a pas dépassé le niveau d'une facilité de caisse signée au 5e jour de ce découvert, et que normalement aurait dû réduire le calcul du découvert en compte à 5 jours au lieu et place de 15 jours. Donc écrire une lettre de contestation au chef d'agence de la banque, BNPP, lui demandant de restituer les frais indus débités par erreur, tant sur le calcul des AGO que la non prise en compte de la facilité de caisse entrée en vigueur 5 jours après la constatation du découvert. Le découvert est d'un montant de 2654,34 € et la facilité de caisse permet de disposer d'un découvert à taux allégé de moins de 1,5% que le taux normal des AGO en dessous d'un découvert de 5 000 €. Donc, selon la Banque de France, le taux effectif moyen appliqué pour les crédits de trésorerie entre 3 000 et 6 000 € est de 11,37%, à prendre comme TAEG de référence. Écrire une lettre au chef d'agence, lui proposer de corriger le calcul en présentant votre propre calcul alternatif du montant à payer, s'appuyer sur les éléments plus bas en les vérifiant au préalable. Pourquoi les éléments plus bas? Parce que je suis allé chez Perplexity et j'ai fait la même chose. Règle de calcul, je voulais vérifier avant de présenter un calcul alternatif. Vous allez quand même vérifier les règles de calcul. Règle de calcul des taux d'intérêt et les AGO. Donc, je vais à Perplexity, je le dis, cher ami, règle de calcul des taux d'intérêt et des AGO bancaires en France pour les entreprises. Il va aller chercher, il va mouliner. Donc en fait, le principe, il est le même. Je vais aller, par exemple, là, j'ai utilisé Qwen, qui est l'IA générative de Alibaba, en Chine. D'accord? Et je lui pose la question, je lui dis, voilà, c'est quoi les principes? Je lui pose le problème ici, c'est qu'il ne me donne pas les sources. Mais parce que je ne lui ai pas demandé aussi. D'accord? Parce que je n'ai pas tapé sur recherche. Okay? Sinon, il aurait affiché les sources à côté. D'ailleurs, je pourrais refaire l'opération. Donc là, les taux d'intérêt pour les prêts aux entreprises, définition, composition du taux d'intérêt, calcul des intérêts, il me donne les formules, le taux effectif global, il me rappelle les gros principes, les AGO bancaires pour les découverts. Donc là, en fait, j'ai tout un cours carrément sur comment ça se fait, comment on le calcule, les règles, exemples pratiques de comment on le calcule et conclusion. Si je lui donne la barre de recherche, je lui dis recherche et je lui demande de me rechercher les sources, il va faire apparaître les sources à côté. D'accord? Et là, j'ai les sources. J'ai vraiment les sources. Et les sources, chaque fois qu'il les utilise, il les référencie. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on prend sa production à lui, on va aller dans ChatGPT encore une fois, on va prendre le cas, le use case, de la lettre de contestation d'AGO bancaire, on prend le paragraphe qu'on a écrit, c'est ce qu'on demande de faire, et là, on va aller à notre ami ChatGPT, on va ouvrir un nouveau flux, tac, comme ça. Je vais mettre rechercher pour qu'il puisse, le cas échéant, vérifier. Alors, Perplexity, il dort toujours. C'est très surprenant. La première fois qu'il me fait ça. Anyway, et là, je fais copier. Et je copie la production de Qwen ici. D'accord? Bon, il n'a pas copié les sources, je pense. Est-ce qu'il a copié les sources? Il n'a pas copié les sources Qwen. C'est ça ce qui est embêtant par rapport à Perplexity. Et là, je lui ai dit, OK, écris-moi la lettre de contestation. Et lui, alors la lettre de contestation, j'imagine que je ne vous pose plus la question de combien de temps ça vous aurait pris de l'écrire. Je pense que ça vous prendrait la journée. Je pense que ça vous prendrait la journée. Parce que c'est tellement délicat ce type de choses. Et là, on a la lettre. Contestation des AGO appliqués sur notre compte courant professionnel. Lettre recommandée avec accusé de réception. Madame, monsieur, nous avons constaté sur notre relevé de compte professionnel numéro que des AGO d'un montant de... Il vous a même préparé les encarts pour rajouter les chiffres qui ne font pas partie du use case. Ont été débités à la date due correspondant à une période de découvert due à... Toutefois, après vérification, il apparaît que la période de découvert a été comptabilisée sur 17 jours, incluant un jour avant et un jour après. La période réelle de 15 jours. De plus, une facilité de caisse a été mise en place, date de mise en place, soit au 5e jour du découvert, autorisant un découvert jusqu'à 5 000 € à un taux réduit
inférieur de 1,5% au taux normal des AGO. Selon nos calculs, les AGO auraient dû être calculés comme suit. Période due jusqu'à la date de la mise en place de la facilité, donc les 5 jours, découvert de 2654,34 au taux standard de 11,37%, calcul donc 4,19 €. Et période due à date de fin 10 jours, découvert de 2654,34 au taux réduit de 9,87 et là 7,28. Et là, le total des AGO s'élève donc à 11,47 €. Or, le montant prélevé dépasse cette somme. En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir. Il a tout écrit. Et en plus, il est super poli. Il a tout écrit. Tout est prêt. Alors, combien vaut pour vous une journée de travail, une demi-journée de travail d'un DAF pour écrire ça? Pour gagner 5 € en plus, c'est vrai que c'était... Oui, mais parfois c'est des questions de principe. Parce que le banquier, vous voyez, qui voit la neuf, voit un bœuf. Hein. Et qui facture un œuf, facture un bœuf. Donc si vous ne stressez pas sur l'œuf, ben, un bœuf arrivera un jour ou l'autre. Donc plus c'est gros, plus ça passe. Donc voilà ce que l'on pourrait avoir comme résultat. En fait, dernière chose pour ce cas, je lui ai dit, voilà, parce que moi je l'ai écrit mon prompt, je l'ai écrit un peu rapidement, le prompt initial, la problématique. Je lui ai dit améliorer le prompt pour le rendre plus détaillé et plus précis. C'est-à-dire, je lui ai dit, si c'est toi qui aurais écrit mon prompt initial, tu l'aurais écrit comment? En gros, la question. Je lui ai dit, pop, pop. Et là, lui, il va me dire, voilà, comment j'aurais moi posé le problème que vous avez pour écrire la lettre de contestation. Et là, en fait, je pense que j'ai fait un... C'était pas une bonne idée de laisser le bouton recherche fonctionner. Pourquoi? Parce que au lieu de rester focalisé sur mon use case, c'est-à-dire sur le couloir de réflexion qu'on a, ben en fait, il est aller chercher encore ailleurs. Alors qu'en fait, normalement, j'aurais dû désactiver ce bouton. Voilà, pour contester les données, veuillez fournir les informations suivantes afin de rédiger une lettre de réclamation précise et argumentée. Donc là, il est en train de me demander, il est en train de me dire, donnez-moi les informations suivantes et je vous écrirai la lettre. D'accord? Et là, une fois ces informations réunies, vous pourriez rédiger une lettre adressée au directeur, etc. Qu'il pourrait me guider, me donner la guidance, me donner le guidage méthodologique pour pouvoir aboutir à cela. D'accord? Alors, use case suivant. Impact de la loi de finances 2025. Alors là, tous les DAF, tous les CFO, nouvelle loi de finances. Alors, il y a combien de pages dans la loi de finances? Il y a quelques centaines, quelques milliers, non? Quelques centaines, hein, quelques centaines de... Alors, mais qui va les lire? En fait, en général, les DAF, ils dépendent de leur commissaire aux comptes, leur expert comptable, qui lui, bien sûr, il facture. Il faut bien qu'il vive. Hein. Ils lui font lire des centaines de pages. Bah, lui, il les lit une seule fois et il facture à plusieurs. Donc, ça devrait aller, c'est bien pour lui. Mais c'est là où on comprend... Vous êtes expert comptable, c'est ça? J'ai senti de votre visage, vous avez... et donc, là, en fait, ce que je vais lui demander, je vais dire, voilà, bon, quels sont les impacts, les principaux changements introduits par la loi de finances 2025 en France concernant les entreprises, notamment en matière de, calcul de déclaration de la TVA, d'impôt sur les sociétés, de contributions sociales, de gestion des cotisations URSSAF et des déclarations sociales via la DSN, déclaration sociale nominative. Je pense qu'on a touché tous les points sensibles d'un DAF, là. Hein. OK? Là, on va lui dire, allez, on va... Est-ce que Perplexity fonctionne? Mais il est en congé ou quoi aujourd'hui? Alors, celui-là, je vais lui demander... Ah bah, ça marche encore. Alors, lui, il va aller chercher la loi de finances 2025 et les publications sur la loi de finances, et il va aller sortir tous les éléments qui sont nouveaux, de caractère, enfin, qui présentent une forme de nouveauté. Il va, bien sûr, les sources. Moi, je suis très attentif au nombre des sources et la nature des sources. D'accord? Donc là, 41 sources quand même. Hein. Il a fait 6 étapes d'analyse. Calcul et déclaration de la TVA, voilà.
réforme du régime de franchise de base de TVA, régime réel simplifié, impôt sur les sociétés et contribution exceptionnelle sur les bénéfices, taxe sur les réductions de capital, contribution sociale. Il a sorti, a priori, tous les éléments nouveaux sur la loi de finances. Bon, bah, pour le coup, j'appelle plus mon expert comptable. Ou au moins, je fais un copy-paste et je lui envoie un mail en lui disant monsieur, est-ce que vous voulez bien confirmer que dans la loi de finances, il ne va pas vous facturer une réponse par mail de oui. Quand même, un peu de décence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, et là, on va dire, on va prendre une vraie entreprise. Moi, j'ai pris une vraie entreprise, d'ailleurs, j'ai laissé le lien ici. Orange. Orange, elle a laissé un fichier Excel de l'ensemble de son atterrissage 2024 sur son site web. Donc, j'ai pris le fichier Excel. Je vais vous le montrer, le fichier Excel, parce que je l'ai enregistré. Alors, le fichier Excel, il est quand même effrayant. Si je ne sais combien d'onglets, c'est Orange, quoi. Ok, il y a tout, il y a tout. En fait, ça, c'est le fichier Excel où il y a tous les états financiers, il y a le financier et l'extra-financier de Orange tel qu'il est dans le rapport annuel 2024. J'ai descendu tout l'Excel. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Alors, je vais utiliser le prompt suivant. Je vais prendre encore ChatGPT. Tiens, je vais utiliser DeepSeek. Et je vais laisser ce bouton fonctionner, DeepThink. Donc là, c'est le modèle de raisonnement le plus évolué qui existe. Et je vais lui donner sur la base des chiffres 2024, calculer l'impact d'Orange. Et je vais faire copy-paste de ce que Perplexity m'a donné comme résultat. Et je vais venir ici. Je vais quand même. Je vais venir ici et je vais attacher le fichier Excel au prompt. Et je vais lui dire bon courage pour l'indigestion. Eh bien non, il ne fera pas d'indigestion. Il va digérer le fichier, il va aller onglet par onglet, identifier là où il y a des conséquences éventuelles et il va même vous donner la marche. Moi, je me rappelle avec mes profs de maths et de physique, parfois, en fait, il y avait une bataille sur « Mais monsieur, mais pourquoi vous m'avez donné le tiers de la note, etc. » Non, mais parce que j'ai pris en compte uniquement la marche. Votre calcul était faux à la fin, mais la marche jusqu'au troisième ligne sur 7 ou 8, elle était bonne. Donc, vous ne venez pas m'en parler, hein, parce que j'ai été gentil avec vous. J'aurais pu donner un 0. Non, c'est sur la marche. Lui, il vous donne la marche. Comment j'ai réfléchi pour aboutir. Et là, en fait, là, il a identifié dans les fichiers Excel tous les chiffres qui sont impactés 2024, et il dit impact 2025, si on prend en compte la loi de finances 2025, voilà les impacts sur les états financiers de Orange. Ok. Je remue encore le couteau dans la plaie. Imaginez qu'il s'agit de vos états financiers à vous sur des fichiers Excel. Que votre directeur général, toujours le même coquin, vous demande lorsque la loi de finances 2025 a été votée, de dire s'il vous plaît, monsieur le DAF ou le CFO, imaginez que nous allons avoir un exercice 2025 ISO en termes de chiffre d'affaires, etc., tout, avec 2024, compte tenu de la loi de finances 2025, quelles seraient les conséquences? Il vous faudrait combien de temps pour lui donner une réponse? J'ai une question concernant les documents et les états financiers des autres entreprises, et notamment celles qui sont publiques. Il n'y a pas de problème. Mais celles qui concernent son entreprise et qu'on ne sait pas public. Il faut pas l'utiliser ici. Mais j'y arrive. J'y arrive. J'y arrive. Mais là, en fait, on est en train d'explorer ce que les outils sont capables de nous donner aujourd'hui à date, sachant que les outils évoluent toutes les semaines.
les outils évoluent toutes les semaines. Moi qui travaille, enfin, du matin au soir, on est dessus, j'arrive plus à suivre. Je le dis sincèrement, moi, que c'est mon quotidien, j'arrive plus à suivre. Je vous dis la conséquence sur les entreprises, je ne vous parle pas du conséquence sur le DAF. Je dis la conséquence sur les entreprises d'un point de vue général est juste considérable, est juste incalculable. Donc là, je suis en train d'explorer les frontières de l'exercice et après je vais me replier sur ces questions de vos préoccupations, ils seront juste à la fin. Juste à la fin. Oui. Les applications que vous utilisez là, ce sont des versions payantes ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Sauf le chat GPT, et encore le chat GPT, j'utilise le modèle le plus faible, là, le 4O. J'ai pas utilisé le 03 Mini-AI qui est le modèle de coding, celui qui est capable de développer des programmes informatiques, qui peut aller jusqu'à développer des programmes informatiques. Je suis en train d'utiliser le standard le plus classique. Okay. Et si je demande la même problématique à deux IA différents, par exemple le DeepSeek? Éventuellement, ça pourrait donner un résultat différent. C'est éventuellement possible. On peut le faire, on peut faire le test. Je suis partant. Excusez-moi, j'ai bien pris. Je vais me baser sur quelle réponse? Non, il faut vous baser sur rien. Je vous le dis très clairement. Je vous le dis les yeux dans les yeux. Vous ne vous basez sur rien. Vous ne leur faites pas confiance. Ils sont un outil d'aide. Un outil de... Allez, c'est l'expression au doigt mouillé. Ça reviendrait à quoi ? Après, il faut que vous l'auditiez vous-même. Mais ce qu'il vous permet de faire, c'est déjà de raccourcir le chemin vers la cible. Auditer quelque chose de déjà fait n'est pas comme débuter d'une page blanche. Moi, j'utilise ces outils tous les jours, mais avec un niveau de suspicion que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vérifie tout ce qu'ils me disent, mais même en vérifiant tout ce qu'ils nous disent, on gagne du temps, énormément de temps. D'accord ? Donc, on va faire le test rapidement. On va faire ça, copie. Allez, on va prendre Qwen. Il y a une analogie que je trouve intéressante, c'était de dire qu'il fallait considérer l'IA comme plutôt un stagiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui peut nous avancer sur tout un travail de recherche, mais quand même toujours vérifier ce qui était fait. Et d'ailleurs, ça pose un sacré problème pour les avocats, par exemple, et pour un certain nombre de professions, et même pour le conseil, où j'ai passé une bonne partie de ma carrière, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus besoin de juniors. Les juniors, ils sont là. Et en fait, il y a des métiers où pour pouvoir progresser, on doit absolument commencer à la base de la pyramide. Parce qu'il y a une logique de progression de carrière. Et là, avec l'apparition de ces outils-là, la logique de progression de carrière est complètement brisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit se poser la question, mais attendez, un associé PricewaterhouseCoopers, un associé, en fait, lui, il était director ou senior director pendant je ne sais combien d'années. Avant, il était director, et avant, il était senior manager, et avant, il était manager, et avant, il était senior cons, et avant, il était cons, et avant, il était junior cons. Et peut-être il a vraiment commencé en bas de la pyramide, il a commencé comme analyste. Alors, si on n'a plus besoin d'analystes et de consultants juniors, en fait, on va former comment les gens dans la progression? Ça pose un vrai problème. Après, il y a aussi pas mal de réflexions autour de comment le travail s'organisera et de se dire aussi que les postes vont évoluer vers quelque chose qu'on a beaucoup siloté dans les années 2000 à aujourd'hui et que maintenant on va remettre un job de bout en bout avec des tâches plus simples. Il y a toute une réflexion qui est déjà en cours sur comment le travail va s'organiser demain. Donc en effet, tout va changer, mais ça peut être bien aussi parce que faire une tâche de bout en bout, c'est peut-être plus intéressant que d'avoir tout siloté. On a tout fragmenté effectivement dans les fonctions, Ouais. Mais le problème aujourd'hui, si on met tout ça ensemble, c'est super, c'est beaucoup plus intéressant, je pense. Mais le problème, c'est l'éducation, parce qu'aujourd'hui, tout est fragmenté dans l'éducation. Et on essaie d'avoir des écoles qui font travailler des ingénieurs et des financiers et autres, et vous avez vu, les passerelles, c'est quand même pas facile. C'est quand même pas simple. Donc, en entreprise, le temps que ça se remette en place, c'est 25 ou 30 ans. Je pense que ça ira plus vite, mais Il je faut suis les d'accord. écoles, Il y a les écoles, des phases de transition. c'est On est obligé d'aller plus vite.
On n'a pas le choix là. Oui, mais j'espère, hein, Mais là, on n'a pas le choix. En fait. Il y a quelque chose que je dis souvent quand on me demande le retour sur investissement d'un projet d'IA, par exemple, parce que c'est une question qui revient régulièrement. Je dis toujours que le ROI n'est pas que financier. Il y a l'expérience collaborateur, il y a l'attractivité des nouveaux talents. Est-ce qu'un junior qui a fait faire ses devoirs à ChatGPT à l'université va accepter de travailler en entreprise à la main en écrivant la lettre manuscrite, comme on disait tout à l'heure? Bah non. Donc il y a d'autres enjeux que le ROI purement financier aussi. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Mais là, il faut que les écoles se bougent vite parce que c'est maintenant là qu'il faut. Moi, le problème, c'est que les écoles, les étudiants ont déjà bougé. Les écoles, au sens institutionnel du terme, ont commencé à bouger. Je donne cours au pôle de Vinci, par exemple, où justement il y a des règles sur l'utilisation des IA, il y a des interdictions sur les mémoires, il y a des choses, il y a des contrôles qui sont faits sur les mémoires rédigées, etc. Et les écoles, au sens institutionnel, elles ont bougé. Les étudiants sont en avance sur les professeurs, ça, il faut le dire. Mais les entreprises sont absentes au bataillon. Hein. 10%. Avant-dernier sur 27 pays européens. Hein. C'est pas très glorieux. Hein. Donc, en effet, ce que vient de dire Ingrid, qu'en fait, tous les jeunes là que j'ai en M2, je leur fais masterclass blockchain et masterclass fintech. Bah, en fait, s'ils arrivent dans une entreprise qui leur verrouille tous les chatbots publics et en plus, elle leur donne pas une intelligence artificielle maison qui est bien sûr sécurisée, focalisée sur les données de l'entreprise, mais ils auront l'impression qu'ils ont fait un bond en arrière de 20 ans, quoi. Et quid de la motivation, de la captation des compétences, etc. Donc, on va vérifier les chiffres. Alors, on va vérifier. Il a fait toute la réflexion. Il dit voilà, il vous dit même exactement qu'est-ce qu'il a calculé, qu'est-ce qu'il a cherché, où est-ce qu'il a trouvé le chiffre. Ah oui, là, declaration no major change mentioned by adjustment in contribution might affect reporting. Ok. Alors, contribution exceptionnelle sur les bénéfices. Taxe pour les entreprises supérieure à 1 milliard de chiffre d'affaires. On est bien dans ce cas-là, 40 milliards. Tac, 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 résultat net 2000, la contribution est calquée sur le modèle 2023, l'impact pourrait être 435. Non, il n'a pas trouvé 435. Contribution exceptionnelle sur les bénéfices, il n'a pas... Ah oui, il a pris une hypothèse, lui. 15%. Lui, il a pris 15%. Lui, il a pris 15%. L'autre, il a pris 5%. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement suspicieux avec ces outils. Excusez-moi, madame, nous vous avons coupé. Je me posais la question, là on a fait l'exemple avec une adaptation pure et dure du rapport dans les états financiers de 2024. Mais si on lui demande également avec une hypothèse d'atterrissage avec, comme on disait tout à l'heure, il faut faire 2 fois l'exercice, comment on utilise deux... Non, il faut une autre feuille Excel, parce que la feuille Excel en question que je lui ai donnée, il n'y a pas de prévision dedans. Il y a juste l'atterrissage 2024 et les 3 ou 4 dernières années. Et mais si je lui demande les 2 exercices, il faut utiliser le même... Lequel? C'est-à-dire que je lui demande l'impact de la loi de finances 2025, mais avec un atterrissage, avec des hypothèses... Oui, il va les recalculer selon vos hypothèses. Des hypothèses différentes? Non, c'est le même, on peut continuer sur le même chat. Hein. En fait, c'est vous qui le guidez. En fait, lui, il ne sait pas. D'abord, je vais faire un pas en arrière pour que l'on puisse aligner un peu notre compréhension. Et lui, il n'est pas en train de comprendre ce qu'on est en train de lui dire. C'est des modèles strictement mathématiques. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on leur a fait? On leur a appris des choses. Eux, apprendre, c'est quoi? C'est prendre des textes, des corpus textuels, par exemple, et en fait les coder en morceaux, les coder à la lettre, au mot près, ou à la phrase, ou au bloc de phrases. Tout dépend le mode d'apprentissage, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. C'est extrêmement dense et riche d'un point de vue technique. Et puis après, lui, il va créer en fait un espace vectoriel dans lequel il va lier les mots ou les bouts qu'il avait codés, auxquels il a accordé un numéro ou un ID unique. Il va les mettre dans un espace vectoriel, c'est-à-dire dans un espace où chaque mot
pour étirer plusieurs autres mots derrière. En fait, la problématique avec les IA génératives, c'est que souvent, elles sont faibles dans le contexte. C'est pour ça qu'on nous demande souvent, lorsqu'on met un prompt, de bien lui expliquer le contexte avant de lui demander ce qu'on veut. D'accord ? Donc, le contexte, il permet de bien orienter le mot pain, je dis n'importe quoi. Le mot pain, est-ce qu'on est dans le contexte de la boulangerie ? Est-ce qu'on est dans le contexte de la pauvreté ? Ou est-ce qu'on est dans le contexte de la haute gastronomie ? Si lui, il ne le sait pas, parce qu'on ne lui a pas donné, donc il va nous donner n'importe quoi comme résultat. Pourquoi ? Parce que lui, il fait un calcul mathématique en essayant de dire c'est quoi le mot suivant dont la probabilité d'occurrence est la plus forte, et lui, il met le mot suivant. Il n'est pas conscient qu'il est en train de construire des phrases, il ne comprend pas ce qu'il est en train de nous dire. Lui, il fait un assemblage mathématique du résultat. Le résultat est un assemblage mathématique, ce n'est pas de l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. C'est des morceaux de puzzle qui sont soigneusement assemblés selon une logique algorithmique. Et donc c'est pour ça qu'il hallucine. Pourquoi ? En grande partie, il hallucine. C'est de notre faute. On ne lui a pas donné le contexte. Notre prompt est pauvre en termes d'éléments, etc. On ne l'a pas cadré assez. Ça ne marche pas. Alors, on va continuer. On va continuer. Alors, génération d'un rapport d'expert consultant. Alors, en fait, ce prompt-là, c'est... j'ai pris un prompt que j'ai écrit moi-même et je lui ai dit améliore ce prompt. D'accord ? Donc, je vais prendre ChatGPT encore. Je vais lui dire améliorer ce prompt. Améliorer ce prompt pour garantir un résultat analytique détaillé et précis sur la base d'un fichier Excel des états financiers de 2024 de la société Orange. Et là, qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis, vous êtes un consultant très expérimenté chez McKinsey, du genre 2500 € par jour. Hein. OK ? Vous êtes rompu aux méthodologies d'audit financier à la stratégie d'entreprise. Vous allez préparer une présentation à la direction générale d'Orange qui inclut des visualisations et des recommandations. N'hésitez pas à aller chercher sur le web des informations complémentaires, notamment comparatives avec la concurrence ou sur l'évolution de l'environnement économique et réglementaire. D'accord ? Et vous vous focaliserez uniquement sur les aspects nécessitant l'attention et la vigilance de la direction générale d'Orange. Donc moi, j'ai écrit un prompt. Je lui ai dit, améliore-moi ce prompt. Lui, il va m'améliorer ce prompt. Il va me donner un nouveau prompt que moi, je vais utiliser. D'accord ? Je pars du principe que moi, en tant qu'humain, c'est ce qu'on venait de dire. Eux, ils hallucinent, enfin les IA génératifs hallucinent, c'est de notre faute. Mais parfois, en fait, l'astuce, c'est de lui faire notre travail à notre place parce qu'il va s'auto-cadrer lui-même. Du coup, ça donne de meilleurs résultats. Et là, voilà, il nous donne le prompt. En tant que consultant expérimenté chez McKinsey, spécialisé dans l'audit, vous êtes chargé de préparer une présentation pour la direction générale d'Orange. Cette présentation devra inclure une analyse détaillée des états financiers, une visualisation. Et il explique. Là, j'ai un prompt. Donc, je prends ce prompt. Allez, je vais aller chez DeepSeek. Je vais prendre un nouveau. Je vais mettre ce prompt. Je vais y attacher le fameux fichier Excel. Merci, l'événement aujourd'hui, il est sponsorisé par Orange. Et d'ailleurs, c'est là que je vais suivre. Regardez ce qui va se passer. En fait, il va traiter le fichier Excel en Python, en langage programmation, et il va me donner la marche. Il va dire, le fichier Excel contient plusieurs feuilles couvrant l'ensemble des états financiers consolidés. Voici les principales feuilles à analyser. Données sectorielles, trésorerie flux. Je vais maintenant analyser les principales feuilles, identifier les tendances clés, relever les... Il faut dire, même la méthodologie McKinsey, il est en train de la divulguer. Donc, je commence par charger, analyser le compte de résultats consolidés. Vous allez me dire, mais ces bouts de code-là, ils nous servent pour quelque chose parce qu'en fait, lui, il a besoin de passer
par la case algorithmique classique pour pouvoir produire les résultats. Donc voilà. Voici les premières observations issues du compte de résultats consolidé. Analyse du compte de résultats. Voilà, il fait une première analyse sur les principales variations des principaux agrégats. Point clé à signaler à la direction générale, croissance modérée du chiffre d'affaires, plus 1,5%, tiré vraisemblablement par les services à confirmer avec les données sectorielles, baisse des charges de personnel, ce qui permet d'aller, hausse notable. Donc il dit tous les agrégats. Puis souhaitez-vous que je poursuive avec le résultat net et EBITDA ou que je passe à l'analyse du bilan consolidé, actif-passif? En fait, eux, ils sont en train de tricher là, parce qu'ils ont beaucoup de pression au AI sur les calculs de leur serveur, et donc on leur demande quelque chose de très très lent. Ils font exprès de le saucissonner et nous donner la main. Vous voulez que je continue ou pas? C'est pour reposer un peu le. Alors que, en fait, je pense que les Chinois ne sont pas aussi économes. Alors là, il a fait une analyse, voilà, des états financiers, point clé identifié, visualisation recommandée. Il dit c'est quoi les graphiques à faire. D'accord, recommandations stratégiques, optimisation des coûts, recentrage sur les segments à forte marge, gestion active de la dette, opportunité à moyen terme. Il fait une comparaison concurrentielle, il est allé chercher Bouygues Télécom, SFR Free, et il a vu un peu les différences entre la croissance du chiffre d'affaires, la marge et la part de marché fibre, etc., etc. Et puis l'environnement économique et réglementaire, etc. Donc, voilà. Toute une analyse sur la base du lui, il n'a pas voulu. Voilà, c'est pas grave. Voilà. On peut avoir des analyses assez poussées avec ça. Et surtout, ce qui est bien, c'est de demander à l'outil d'IA génératif de vous faire, lui, le prompt, de le construire de vous le construire. Alors, un exercice pas simple du tout. Et je pense que vous allez aimer ça, parce que les directeurs généraux, ils adorent ça. Je vais utiliser le modèle le plus évolué de ChatGPT pour ça. Alors, je vais reprendre la même feuille Excel d'Orange, et je vais lui dire, calculer la valorisation de la société Orange selon 3 méthodes reconnues en finance selon les chiffres 2024. Alors, le directeur général, il va tomber de sa chaise. Vous allez, en tant que DAF ou CFO, arriver le bon matin, lui dire, voilà, compte tenu de nos chiffres de l'année dernière, voilà la valo de notre boîte. Voilà. Lui, il va clarifier un peu l'asset. Il va commencer à donner une marge aussi, parce que ça, c'est le modèle de raisonnement logique le plus évolué. Et il va essayer de comprendre, de décortiquer le problème, etc. Il va identifier les diverses méthodes et il va faire un calcul. Il va vous montrer les chiffres, il va vous montrer la formule, etc., etc. Et là, voici une démarche détaillée qui va vous permettre de valoriser la société Orange à partir des chiffres en utilisant 3 méthodes reconnues en finance. Voilà. Il y a valorisation par discounted cash flow, déjà. Projection des flux de trésorerie, rappel des principes fondamentaux. Et puis, exemple hypothétique, voilà. Valorisation par les comparables, les multiples. Là, il n'a pas utilisé les vrais chiffres, il a triché, lui. Hein. OK. Pardon? Il n'a pas accédé au fichier. Non, je lui ai donné le fichier de toutes les manières, mais Il n'a pas pu le lire. Il n'a pas pu le lire. Alors, il n'a pas pu le lire. Il n'a pas pu le lire pour une raison que je ne connais pas, parce qu'en fait, je lui ai fait faire la même chose ce matin, tricheur que je suis. Voilà. Et là, voilà ce qu'il m'a fait. Il a fait là, parce qu'il ne l'a pas archivé. Donc là, calculer la valo selon 3 méthodes, il a fait il a isolé les agrégats qu'il faut utiliser. Il a identifié les 3 méthodes DCF, comparables et transactions comparables. Et puis, encore une fois, il me montre la marge, comment il fait, etc. Et puis les données clés pour la méthode DCF, parce que là, il a extrait des fichiers Excel les données clés à utiliser. Et il a fait son calcul. Et donc là, il dit, voilà, la valeur de la société, elle est à peu près... Ça, c'est la variation de BFR à estimer. Donc, je vais maintenant identifier les postes nécessaires, Donc, il a fait toute la marche. Et il a donné la valeur. D'accord? Après avoir, voilà, estimation du free cash flow, Et puis, à la fin, à la conclusion,
Il a même fait la valorisation d'Orange par la méthode des comparables en comparant avec les concurrents. La méthode comparable boursier indique qu'Orange pourrait être sous-évalué par rapport à ses concurrents européens en fonction des multiples financiers du secteur. Conclusion finale de l'exercice. Donc ça fait partie un peu des exercices intéressants. Il y a un autre exercice qui est super intéressant aussi, mais voilà, je suis le directeur financier d'une société française qui fait 50% de son chiffre d'affaires à l'export. Je dois rédiger une procédure dédiée sur le reporting extra-financier aux normes IFRS pour les activités à l'export, me proposer un plan de détaillé de la procédure. Tac, tac, tac. Et là, je lui dis, écris-moi la procédure. Voilà. Tac. Et lui, il va me donner le plan de la procédure. Et puis moi, il ne va pas tout me rédiger d'un coup. Donc il va me donner le plan. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Là, voilà, il donne une procédure de reporting extra-financier IFRS pour les activités à l'export. Il va me donner toute la structure. Et moi, derrière, je vais lui dire, ok, très bien. Bon, bah, écoute, pour chaque chapitre, m'écrire une brève introduction, l'objectif du chapitre, le détail des étapes à suivre, un exemple et les points d'attention. Commencez par le premier chapitre. Tac, tac. Et là, il a fini. Il a déjà fini. Il a déjà fini, lui. Oups, ça ne me répond pas. Oui, ça me répond. Et là, il a déjà fini et je lui donne ça. Et là, il va m'écrire le premier chapitre. Écrire une procédure, mais c'est tellement... Bon, moi, je n'en ai pas rédigé, mais lorsque j'étais en président de comité d'audit, j'en ai lu pour valider. J'en ai lu, j'ai lu des milliers de pages, ça c'est sûr. Donc voilà, il a l'objectif du chapitre, les étapes à suivre, voilà, et puis l'exemple, et puis les points d'attention. Donc, voilà grosso modo ce qu'on peut faire avec une IA générative. Là, elle a raison Ingrid de me presser parce qu'en fait, la partie la plus intéressante reste à venir. Une fois, on a exploré un tout petit peu les frontières de l'exercice. D'accord ? Alors, qu'est-ce que finalement l'intelligence artificielle peut apporter à la fonction finance? D'abord des gains de productivité, une amélioration de la communication financière, les petites coquilles, les erreurs méthodologiques, j'ai oublié un paragraphe par-ci, j'ai oublié de parler de tel sujet par-là, etc. L'automatisation avancée, parce qu'en fait là, on est presque à dire, voilà, donnez-moi les états financiers fin 2024, je vais donner à ChatGPT écrire le rapport annuel. Et réduction des erreurs, alors attention, réduction des erreurs, mais toujours en étant extrêmement suspicieux sur le fait que l'IA générative elle-même produit des erreurs. Donc, ok, correction des erreurs, tout en tenant compte de la nécessité de vérifier derrière. Facilitation du reporting multinorme. Alors, l'horreur, l'absolu, c'est les entreprises qui doivent gérer de l'US GAAP, de l'IFRS et de la comptable bien française de chez nous. Alors là, ça c'est top level. Les gens qui font ça, vous pensez dans une catégorie à part. Alors, c'est vrai qu'avec l'IA générative, c'est bien pour faire les comparaisons, identifier les gaps, identifier les difficultés et tout. Support décisionnel, bien sûr, c'est un support. Je dis pas, il ne faut pas la laisser décider à votre place. Et ça va être une problématique pour les agents IA. On ne peut pas laisser les agents intelligents être complètement autonomes. Il faut qu'il y ait the human in the middle. Un humain, quelque part, va dire, voilà, oui, ce que tu as fait est bon ou pas. Visualisation des données, les solutions de visualisation, mais c'est surtout pas l'IA générative, les solutions que j'ai montrées en première partie. Elles offrent des solutions de visualisation très intéressantes. Analyse prédictive, la détection de fraude. La détection de fraude est un cas très intéressant en intelligence artificielle. Et même aussi tout ce qui est détection d'opérations de lutte anti-blanchiment, par exemple pour les banques et tout. Les questions d'optimisation de la trésorerie, parce que l'IA générative, vous lui donnez un peu l'évolution de votre trésorerie, vous lui demandez de faire des prévisions, etc. C'est plus facile de dialoguer avec elle comme si l'IA générative est un de vos collaborateurs pour
découvrir des scénarios, etc. Et puis tout ce qui est conformité réglementaire, parce que conformité réglementaire, écrire une procédure en une demi-journée et écrire une procédure en une semaine, en termes de time to market, entre guillemets, ça s'applique très très mal à la conformité, le time to market, parce que la conformité, c'est par définition assez time consuming et chronophage. En fait, ça permet quand même de gagner pas mal de temps. Donc en fait, les études qui existent aujourd'hui disent, voilà, les CFO, les responsables financiers, ils ont des challenges, ils ont des défis. Les défis sont d'abord l'augmentation des coûts et des ressources nécessaires pour réaliser toutes les tâches qu'ils doivent faire, gérer les réglementations et la conformité avec des réglementations qui changent tout le temps, etc. Beaucoup de travail manuel et pas assez d'automatisation, justement. Et puis, on a envie d'utiliser les données comptables et financières de manière beaucoup plus stratégique. Donc, pour faciliter véritablement la décision et pour raccourcir les délais entre la disponibilité des données et la prise de données stratégiques. Et là, vous voyez, toute cette liste-là, c'est exactement ce qu'il y a dans la slide précédente, tout ce que la fonction financière pourrait avoir à bénéficier de l'IA générative. C'est une étude de McKinsey, je sais que c'est un tout petit peu petit, je ne sais pas si je peux le... Oui, je peux le grossir un peu. En fait, cette étude, elle dit, c'est quoi les cas d'usage que les directeurs financiers demandent le plus? Ok, c'est bien pour répondre à la question, je vais commencer par où? Même si commencer par où n'est pas une réponse, n'est pas une question qui doit être générique. Commencer par où doit être taillé sur mesure pour vous. Mais c'est une bonne piste pour creuser. Et là, on voit bien les cas d'usage. Les cas d'usage les plus fréquents ou les plus recommandés, ils sont en bleu turquoise. La génération de scénarios, le monitoring du marché et de la compétition, la priorisation de la croissance et d'identification de cibles pour les fusions et les acquisitions, l'optimisation de la performance, cash flow prédictif, la gestion du working capital, tout ce qui est gestion de factoring, etc., etc. Donc, c'est intéressant. Ouh, je voulais pas mettre aussi petit. Alors, on est où? On est là. Et donc, en fait, ça se voit qu'il y a beaucoup de use cases qui sont intéressants pour les directeurs financiers qui peuvent être utiles. J'avais quelque chose à dire là ou non? Non, sur la trésorerie et l'optimisation de la gestion du délai de recouvrement, c'est vraiment un cas d'usage qui revient très très souvent. Et au-delà de la rédaction de la lettre de relance, comme l'a montré Ashraf, il y a certains projets qui ont été menés où en fait on va jusqu'à faire un profilage du client et du compte client douteux pour analyser justement les fameuses habitudes de non-paiement ou de paiement en retard. Et avec un petit peu de saisie des causes de paiement en retard, on peut justement, par exemple, émettre ces lettres de relance à la bonne date pour qu'on ne tombe pas après le cycle de paiement du client. Typiquement, le truc qui arrive hyper souvent, c'est juste qu'on n'a pas envoyé la lettre au bon moment. Et du coup, on prend 10 jours, 20 jours de règle. Donc, il y a des outils maintenant qui vraiment analysent votre compte client, qui s'interfacent avec le RP ou le système d'info comptable, et qui vont analyser davantage et créer la lettre de relance avec les bons mots adaptés au client en question et avec le bon timing. Alors, une fois on a dit tout ça, on vient de terminer. Je vous rassure, vous allez vous débarrasser de moi maintenant. On arrive aux 2 derniers slides, mais je pense que les 2 derniers slides sont plus importants que tout ce qui vient de se passer. Enfin, mais si on n'avait pas passé autant de temps sur les cas d'usage et à explorer les frontières de l'exercice, vous aurez plus de difficultés, je pense, à comprendre la portée de ce qu'il y a dans les 2 slides qui restent. Alors, le plan d'action. Aujourd'hui, je suis DAF, je suis CFO d'une entreprise. Maintenant que j'ai assisté à cette présentation-là, la vie continue, je vais continuer à bosser comme d'habitude. Tout va bien. Hein. Alors, je dois me poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est quoi? D'abord, mes équipes sont-elles sensibilisées? Est-ce que les gens, les comptables, les financiers qui travaillent chez moi aujourd'hui, dans mon équipe, dans les équipes sous-jacentes autour de moi, est-ce qu'ils sont
conscient, aussi conscient que moi aujourd'hui en sortant des locaux du MEDEF 93-94 un matin du 27 mars? Oui ou non? Alors, il faut donc donner un aperçu rapidement aux métiers, à tous les métiers, aux vôtres, mais aussi à tous les métiers qui sont autour de vous, parce que vous êtes autant impactés qu'eux, sur ce qui vous attend. Et cette prise de conscience va aider les gens à emborder sur les outils et à commencer à comprendre et à commencer à apprendre. Ok? Alors, mes équipes sont-elles formées? Il faut leur donner la main sur quelques outils simples pour engager la courbe d'expérience et réduire les inquiétudes. Pourquoi? Parce que si on va dire à quelqu'un, regarde, cette IA-là, elle va faire 80% de ce que toi, tu faisais à la mimine depuis 20 ans. Et lui, il va dire quoi? Il va dire, ah, tiens, donc moi, je suis plus pertinent. Tac, 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 les syndicats, j'ai un problème. Et souvent, en France, on prend les questions, enfin, on prend les problèmes par ce bout-là, par le bout de la conséquence sociale, etc. Ok? Et donc, mais si vous n'acculturez pas les gens, vous ne les formez pas, mais bien évidemment, vous allez avoir il faut expliquer aux gens que leur rôle va monter en gamme. Ils ne feront plus des trucs à la mimine, mais toute l'expérience qu'ils ont accumulée sur 20 ans à faire les choses en manuel, ils vont être les personnes les plus pertinentes pour valider in fine les chiffres et challenger ce que va sortir l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, elle va pas vraiment détruire de l'emploi. Elle va détruire des rôles figés dans le passé, mais elle va en créer tellement de nouveaux qu'il y aura de l'espace pour tout le monde. Et si, chef d'entreprise, vous ne tenez pas ce discours-là suffisamment tôt, avant d'arriver avec une bombe nucléaire dans votre système d'information où tout est automatisé du jour au lendemain, bah, vous allez avoir une réaction sociale assez épidermique. Mes données sont-elles fiabilisées? Je vous ai compris. Je vous ai compris, disait le général. J'ai entendu, oui, la question de vos données est très importante. Oui, il ne faut pas utiliser vos états financiers et les injecter dans les outils d'IA générative, que ce soit ChatGPT ou que ce soit les Chinois, les Américains, les Anglais, même Mistral. Ne mettez pas vos données sur une IA générative dont les données sont sur un cloud quelque part. Ne le faites pas. Donc vous allez me dire, mais alors vous êtes en train de couper la branche sur laquelle je suis assis, parce que moi j'ai besoin quand même de mes données quelque part. Mais c'est là où des solutions existent pour que vous puissiez garder vos données dans les espaces sécurisés que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous avez un data center, des serveurs bien en dur chez quelqu'un en France, sur le territoire européen, bah, en fait, vous allez pouvoir les utiliser et utiliser des applications qui sont au-dessus, qui vont vous offrir la possibilité d'avoir un chatbot sécurisé. Il pointera sur vos données dans vos data centers. Il ne passera pas par les clouders étrangers. Et il n'ira pas sur Internet. Il sera chez vous, dans votre intranet. Mais c'est un petit projet à mener. Il faut commencer un jour. Et commencer un jour par le premier bullet point. Il faut que je mette en place un premier chatbot, que les gens commencent à l'utiliser, s'acculturer et comprendre la portée. Et puis, je vais raccorder mes applications, mon ERP, mon CRM, etc., pour les déverser dans le large language model ou le small language model, donc le modèle de langage, qui lui va tous les jours en apprendre davantage sur votre entreprise. Il sera de plus en plus intelligent et performant. Son niveau d'hallucination va se réduire à mesure d'être utilisé. Mais il faut commencer un jour. Et donc, vos données doivent être quelque part chez vous, ou du moins dans un endroit où vous avez une confiance totale dans leur sécurité. Mais, attention, cheat in, cheat out. C'est-à-dire que si vos données ne sont pas fiabilisées, si le CRM c'est le bazar, si le ERP c'est le bazar, bah en fait, si vous donnez à l'intelligence artificielle du bazar, il va vous sortir un bazar intelligent. Mais un bazar quand même. Donc, il y a toujours
une étape qui peut être une étape technique de fiabilisation des données, etc. Il ne faut pas déverser n'importe quoi dans le système du système d'information dans l'intelligence artificielle. Sinon, vous allez briser le cycle de l'utilité de cette intelligence. Et les cas d'usage prioritaires sont-ils identifiés et priorisés? Alors, il faut, de notre point de vue, en tout cas, c'est l'advocacy Altavo, en fait, il faut associer les collaborateurs et engager le comité de direction avant de lancer les prototypes. Ça veut dire quoi? Vos collaborateurs, ceux qui ont tous les jours le nez dans les fichiers Excel, connaissent le quotidien. Ils sont ceux qui connaissent où il y a vraiment les gisements de productivité. Parce qu'ils sont les premiers qui sont impactés. Donc si vous les acculturez, que vous les formez suffisamment tôt, c'est eux qui vont vous dire « Ah tiens, cette tâche-là, ou ce cas d'usage-là, ben en fait, il me permettrait de gagner 20% de mon temps par jour. » Donc, les collaborateurs, il faut les écouter. Une fois nous les avons formés, acculturés, il faut les écouter, lister tous les use cases qui apportent de la productivité du ROI, rassembler ce corpus-là, aller au comité de direction, coincer le comité de direction pendant 2 heures de temps, d'accord? Et le comité de direction va dire, voilà, sur les 20 use cases qui sont remontés de la base, ben, il y en a ces 3-là que nous pensons avoir le plus d'impact sur notre entreprise. Et sur ces 3-là, vous en prenez 1, vous en prenez 2, et vous prototypez. Encore une fois, il faut commencer un jour, mais il faut commencer là-bas. Parce que moi, j'ai vu des entreprises ou des entrepreneurs me dire « Ouais, j'ai coincé mon comité de direction pendant 1h30, nous avons eu un coach qui a 200 000 followers sur LinkedIn, qui nous a fait la danse du ventre intelligence artificielle pendant 1h30. Mon comité de direction est prêt. » Les collaborateurs sont au courant, les slides ont circulé, vous avez enregistré l'intervention et la mise sur intranet pour tout le monde, vous avez reçu des questions, il y a eu des projets de déclencher. Non, 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 non. Non, vous n'êtes pas prêt pour l'intelligence artificielle parce que vous avez pris le problème à l'envers. Et dernière chose, donc où sont localisées mes données? Donc c'est un choix structurant pour l'avenir de l'entreprise. Un clouder US, un clouder français, mon data center, parce qu'aujourd'hui, on peut arriver avec un serveur, pas nécessairement avec un GPU, mais un beau serveur, quelques milliers d'euros, c'est pas un investissement. Si vous avez des choses compliquées, vous voulez faire un truc haut de gamme, un serveur à partir de 20 000, 30 000, 40 000 euros, oui, mais pour faire un truc simple, un petit serveur de quelques milliers d'euros, et ça devrait aller dans votre data center. C'est pas grand-chose, en fait. Vu ce qu'il peut apporter et la sécurité que ça peut apporter, il faut le voir comme étant une police d'assurance. OK? Dernier slide. C'est ça la démarche. Ce que je viens de vous poser comme questionnement, ce que je partageais avec vous comme questionnement, c'est exactement ça. Nous, ce qu'on propose, c'est justement impulser l'acculturation par immersion. La paternité de ce mot vient d'Ingrid, parce qu'elle me dit... Immersion, en fait, il faut immerger vos collaborateurs et vous-même dans les usages le plus tôt possible. Plus tôt vous le ferez, plus tôt vous serez prêt. D'accord? Il faut séparer deux choses. L'acculturation, c'est une chose, et la formation, c'est une autre chose. Acculturer, ça veut dire tout le monde ne va pas s'arrêter de bosser et on va tous se rassembler tout le monde au MEDEF. Non, on fait un webinaire par semaine sur 3 semaines, un webinaire où tout le monde est là, d'accord? Ou on fait des sessions dédiées par grande équipe, par bloc de 10 personnes. Mais on les fait sur 2, 3, 4 semaines de suite. Et au bout, on fait une session de formation, une vraie formation, quoi, pour les gens. Hands-on, c'est-à-dire on leur met les mains dans le cambouis, on est derrière eux. Alors, est-ce que tu as testé ce prompt? C'est quoi le résultat que tu as obtenu? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'on peut avancer, etc. Donc ça, c'est très important. Après... Excusez-moi, finalement, c'est pas si évident que ça parce qu'on se dit que les données sont confidentielles. Oui. Donc il ne faut pas les mettre dans les outils d'IA générative. Oui. Mais on veut quand même les pousser à s'acculturer à tous ces Il faut tester. Il faut tester. Tester, moi j'ai vu tester et il y a des entreprises, des prospects qui m'ont dit ouais, non, nous on est prêt à l'intelligence artificielle, tout va bien, on a acheté 3 licences copilote Microsoft. C'est OK.
Mais vous les prenez, ces licences Microsoft Copilot, pour combien de temps? Vous les prenez ad vitam aeternam et vous avez, c'est bon, vous pouvez dormir tranquille le soir? Ou est-ce que c'est dans le cadre d'un plan où vous avez acheté des licences Copilot pour que chacun, avec son Word et son Excel, il a un chatbot qui va l'aider à accélérer son travail bureautique? Et qu'en fait, vous avez de la suite dans les idées. Dans 6 mois, une fois que tout le monde a utilisé Copilot, vous annulez les licences et vous allez avoir un chatbot d'entreprise. Le problème, c'est que ceux qui me répondent « j'ai acheté des licences pour un chatbot accroché à des outils existants », n'ont pas de suite dans les idées. Et lorsque je parle d'acculturation, de formation et de mettre la main dans le cambouis, les collaborateurs, en fait, ils peuvent utiliser... on peut installer un chatbot en local. Des LLM installables en local, c'est tout à fait faisable, c'est dans l'intranet, c'est localhost. Moi, je peux installer un LLM sur mon PC, même un PC avec un CPU, celui-là est extrêmement faible comme puissance. D'ailleurs, sur ce point, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut faire vraiment gaffe parce que cet outil va avoir accès à énormément de données, dont des données aussi confidentielles au sein de l'entreprise. Et moi, j'ai entendu même des collaborateurs, après l'installation de cet outil, on posait la question tout simplement quelle est la rémunération du président. Et l'outil a répondu en indiquant la rémunération du président. Mais parce qu'en fait, un projet mal pensé. Parce qu'en fait, la sécurisation des accès, ça existe à l'intérieur des solutions d'IA. Il faut bien regarder comment c'est fait. Et HR peut accompagner là-dessus. Il y a différents niveaux de sécurité dans les outils. Ouais. Et une dernière question, je suis désolé, vous parliez de Copilot justement. Ouais. Beaucoup d'entreprises utilisent des outils Microsoft, donc avec énormément de données déjà, donc via Outlook, Excel. Je regarde la caméra. Est-ce que dans ce cas-là, on peut considérer que Copilot, l'utilisation de Copilot, permet de garder cette confidentialité des données? Je suis pas sûr. Je crois que personne ne peut le dire, ça. Je ne suis pas sûr. Non, mais Microsoft a communiqué déjà sur le fait que leurs LLM, leurs solutions sont entraînées sur les données des entreprises clientes. Et quand vous signez vos conditions générales, dans les termes et conditions de licence, c'est écrit. Donc ça répond à la question. Donc c'est le cas de Microsoft, c'est le cas de Google, enfin beaucoup d'acteurs du marché exploitent les données de leurs clients. Et c'est pour ça que... raison pour laquelle il y a eu des procès aux États-Unis sur les droits d'auteur. Parce que ce n'est pas des données qui sont nettoyées et qui sont fiabilisées. C'est l'une des raisons pour lesquelles on est allé chez IBM. Parce qu'avec IBM, on peut utiliser les solutions IBM en ayant ces données juste à côté de soi. Parce que les autres clouders, en fait, pour utiliser leur intelligence artificielle, on est lié à leur cloud. Et je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas, mais ils ont augmenté les prix de certaines de leurs prestations jusqu'à 30% en un an. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi sur beaucoup de GPU et il faut bien qu'il y ait un pigeon au bout de la ligne qui doit payer ça, en fait. Et donc, nous, pour reprendre le fil, il faut acculturer les collaborateurs tout en s'entourant par des précautions. Les dites précautions nous amèneront à faire croître une courbe d'expérience pour les préparer à quelque chose d'inéluctable qui va venir, parce que la France a 10% d'entreprises qui ont adapté l'IA, ça ressemble à une belle au bois dormant, mais elle va se réveiller, mais pas avec un baiser celle-là. Si on va continuer de cette manière-là. Donc du coup, la culturation et la formation sont un préalable indispensable. Après, il faut que la direction de l'entreprise prenne ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on écoute la base, qu'on remonte les cas d'usage, qu'on shortliste les cas d'usage pour sécuriser le ROI et pour prendre la responsabilité d'engager les dépenses et les investissements nécessaires pour lancer les projets. OK ? Et une fois fait, on teste les cas d'usage. Et nous, en fait, on est heureux avec IBM. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec IBM, ce qui est bien, c'est que pour tester des cas d'usage simples, en fait, quelques semaines. Moi, je peux le dire. L'autre jour, l'équipe IBM nous a invités pour nous former, comme d'habitude, pour tous les business partners. En fait, on a fait un chatbot en une après-midi. C'est moins d'une après-midi. 2 heures. Ils nous ont dit, ramenez vos PDF, ramenez vos données, on vous fait un chatbot qui discute avec vos données. Sur les données, on a utilisé le cloud IBM, mais le cloud IBM, c'est l'un des plus sécurisés. Et d'ailleurs, ils ne font pas beaucoup de pubs, c'est dommage, mais le cloud IBM, il est utilisé par certaines banques françaises
pour mettre nos données, pour vous dire. Les data centers sont au Luxembourg, ils sont sur le Francfort, ils sont sur un territoire européen en plus. Donc, on a testé. C'est, en fait, pour prototyper, c'est bien de commencer par quelque chose où on a des morceaux de Lego assemblés. Aucune ligne de code. On n'a rien développé. Pendant 2 heures, on a joué au Lego. On était comme des enfants. Et au bout de 2 heures, on a un chatbot qui marche. Je reviens sur votre point aussi sur acculturer sans utiliser des données sensibles. Il y a des données synthétiques. Les équipes peuvent tout à fait faire ce que Ashraf a montré avec le rapport annuel de gestion d'une entreprise cotée et ça leur permet de se faire la main, j'ai envie de dire. C'est pas sur vous, mais ça contribue quand même dans l'esprit des gens à dédiaboliser aussi le fait que ce ne sont pas des machines qui remplacent l'humain totalement et d'appréhender le concept. Et puis, une fois le prototype ou le MVP, le Minimum Valuable Product, est fait, comme ça, le comité de direction, il est sûr que les prototypes, les cas d'usage qui ont été shortlistés correspondent bien aux attendus en termes de ROI, etc. Sachant qu'en fait, il ne faut pas voir que le ROI financier, comme a dit Ingrid. Nous, on a une grille d'analyse qui dépasse de loin la partie financière. C'est-à-dire, en fait, les cas d'usage, imaginez, vos collaborateurs, ils sortent 20 cas d'usage, on a un système de scoring très méthodologique qui ne tient pas compte uniquement des facteurs financiers, mais qui tient de multiples autres facteurs, d'accord ? Et qui vous permettent d'avoir un score par use case. Et nous, on sort d'ici, en fait, vous voyez bien les livrables. Là, le livrable 1, rapport d'étonnement sur la maturité de l'IA dans la structure. Livrable 2, rapport sur les cas d'usage prioritaires. Et là, vous avez une grille totale où il y a tous les cas d'usage identifiés et les scores. Après, le comité de direction, il prend ses responsabilités. Il priorise le numéro 3 et le numéro 5. Ça leur appartient. Parce que, voilà. Mais l'important, c'est qu'on arrive au prototype et que le prototype puisse valider quelque chose et que une fois confiant dans les outcomes du projet, vous pouvez lancer un vrai projet intelligence artificielle chez vous. Mais moi, nous pensons chez Altavo, et je pense qu'on est dans les discussions qu'on a avec IBM, etc., on est confiant dans cette démarche-là. Il faut commencer le plus tôt possible cette phase-là avant de débuter ici. Et puis, je vous remercie pour votre attention.